vertébrale en 2004, il y a eu Skizen, que vous venez de voir, qui a eu un bon succès en festival et qui m'a permis de me faire un peu plus connaître, d'aller peut-être sur d'autres projets que des courts-métrages qui sont alimentaires mais qui peuvent être aussi bien, c'est la publicité, des choses comme ça, ou des clips. Et petit à petit, j'ai arrêté de faire de l'illustration et du graphisme pour faire uniquement de l'animation parce que j'avais suffisamment de travail en animation. Et ensuite, il y a eu un autre film qui c'était un petit peu différent, Papipedarium, que j'ai fait au sein d'une société qu'on a cofondée, Papy 3D. Voilà, je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Finalement, il y avait pas mal de choses qui ressemblent quand même. Et après, 4 ans après, j'ai rencontré mon producteur, Marc Ducourtalis, qui m'a proposé d'adapter un livre qui s'appelait Happy Hand, un livre de Guillaume Laurent, qui est le co-scénariste de Jean-Pierre Jeunet sur Amélie Poulain. Et voilà, c'est comme ça que je suis passé sur le long. Donc il n'y avait aucune intention de ma part au départ de faire du long métrage d'animation, parce que les exemples que je voyais, petit à petit ça changeait, mais je sentais que l'industrie me fixerait plus de contraintes qu'autre chose en allant sur le long métrage, et j'avais pas trop envie de ça. On peut dire quand même que Jérémy, qu'il y a toujours l'envie de challenge, en tout cas de changer, et même si on va le voir, tu as des thèmes évidemment qui se répondent, il y a quand même l'idée, après Skizen, tout le monde t'attendait pour faire un Skizen 2, en fait, continuer, et tu pars dans Papipedarium, c'est pas l'inverse, mais quasiment, et puis après tu pars dans le long, enfin voilà, il y a cette envie. Oui, moi je crois que c'est un envie de chercher en fait des choses et pas de répéter les mêmes choses. C'est vrai que Skizen avait bien marché, c'était un film très concept. On va pas tomber, faut pas se mentir, sur des idées fortes comme ça tous les 4 matins. J'avais une bonne idée, donc je trouvais que ça a marché une fois. Après, répéter les mêmes choses, c'était aussi le risque de la faire moins bien. Et donc je préférais explorer d'autres territoires autrement aussi pour peut-être me prendre plus de risques sur une narration un peu différente. Changer peut-être aussi avec de musiciens, changer de méthode, d'outils, etc. Donc il y avait des challenges comme ça que j'aime bien relever. Alors je vais passer assez rapidement, mais quand même je passe dessus pour comprendre un peu ce que j'avais dans la tête. Bon, c'est mon premier film, donc il y avait aussi une idée d'aborder avec humilité la réalisation, quelque chose d'assez simple, une histoire vertébrale, donc c'est une histoire qui se trouve sur le net. Et d'un personnage qui a un handicap au niveau de la nuque et qui est toujours comme ça. Donc il est tout seul, évidemment, il ne peut voir que ses pieds. Et puis ça va être l'histoire de sa rencontre ou pas avec une nouvelle voisine qui vient d'emménager et qu'on pressent, on sent qu'il y a entre les deux, ça peut matcher. Parce qu'on voit clairement qu'elle, à l'inverse de lui, a un handicap, elle a la tête vers le haut. Donc je fais en sorte que ça fonctionne, etc. Et bon, c'est un film sur le fait de trouver son âme sœur et qu'on croit toujours à l'amour parfait, mais que finalement tout ça n'arrive pas et qu'il y a toujours des petites concessions à faire, en l'occurrence une des grosses là-dessus. Mais en fait, tout partait, et je pense que tous mes films partent d'une métaphore et d'un dessin qui peut s'exprimer à travers un dessin ou très peu de dessins. Mais souvent, un dessin suffit. Et j'avais dessiné, l'idée de ce film était venue avec un dessin d'un personnage comme ça, de ce personnage-là, tout seul, et finalement, il y avait du vide devant, et je me suis dit, faut raconter l'histoire, j'ai une histoire à raconter autour de ce handicap, et ce vide a été occupé par un autre personnage, cette femme que j'ai remplacée. Finalement, ça va, c'est pas aussi mathématique que ça dans le film. Mais voilà, donc, en fait, toute l'histoire s'architecture autour du handicap sur ce film-là. C'est aussi le cas sur Skizen, c'est aussi le cas sur J'ai perdu mon corps, c'est moins le cas sur Papipedarium, le troisième court-métrage. Mais c'est important pour moi qu'il y ait un dessin ou une séquence qui soit emblématique du film et où tous les enjeux, toutes les promesses du film, tous les acteurs du film, pas seulement les acteurs, les personnages, mais tout ce qui joue un rôle dans le film, soient confrontés dans une scène pour donner vraiment une scène emblématique du film qui puisse figer mes intentions de manière assez solide et resserrée. Est-ce que c'est un dessin que tu peux avoir dans un carnet de croquis que tu as fait il y a quelques années, ou non, c'est plutôt l'histoire se met en place et donc tu vas faire cette image? Non, des fois je pense que c'est des dessins qui sont... Voilà, on dessine pendant ton téléphone un personnage et puis d'un coup il raconte quelque chose, on ne sait pas encore très bien quoi, et quelquefois on trouve une histoire qui ne tient pas, le lendemain on trouve ça idiot, et puis il y a une histoire qu'on trouve un peu moins idiote, on dit tu as peut-être matière à développer quelque chose dessus. Et en tout cas voilà, dans ce projet-là, il y avait suffisamment de simplicité, c'était un conte pour commencer à faire un premier film, voilà, avec un minimum d'ambition quand même, mais sans aller trop loin aussi graphiquement.
Je vais vous montrer juste la séquence du film, où il vient de rencontrer sa voisine, il la découvre pour la première fois. Et il y a, pour rejoindre ce que je disais, il y a un peu tous ces enjeux où on voit clairement qu'ils sont, je fais tout pour qu'on croie vraiment qu'ils sont faits pour l'autre, et on voit un montage parallèle entre ces deux personnages et leur quotidien. Vous pouvez éteindre la lumière, si vous voulez. Ah, oui. Un petit style du film, beaucoup à la version finale. Il y a des petits décalages quand même, ça se passe comment? Ça se passe au moment du tournage? On voit que des fois Oui, il y a des séquences qui sont plus longues, parce que l'animatique, si vous connaissez en animation, c'est l'étape où vraiment on pose le film dans sa temporalité, on peut mettre des sons, ça permet de... Donc c'est une version très esquissée du film, mais qui permet, en animation, on ne peut pas fabriquer des plans pour rien. Ça permet d'avoir déjà tous les plans du film, avec la bonne durée des plans, de voir que la narration fonctionne, que la mise en scène fonctionne. Et après, à partir de là, on peut découper le film en plans, en fonction de ce qu'on a fait, par exemple en 600 plans, enfin 100 plans pour un court-métrage, on va dire, et ça permet de ne pas dépasser le budget, de ne pas faire n'importe quoi, de savoir où on est, et petit à petit, on remplace dans le montage de l'animatique les plans terminés du film, et à la fin, tout est remplacé, normalement, on a le film terminé. Mais on croit que l'animatique ne bouge pas, en réalité, il y a quand même des petits timings qui peuvent bouger, mais tant que ça n'a pas d'incidence, tant que ce n'est pas des choses qu'on a déjà fait et qu'on va refaire, on peut encore adapter au fil du temps l'animatique. Alors là, je vous parle de Skizen, le film que vous avez vu, et la séquence, je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais la séquence, la métaphore du film, c'est vraiment dans cette image-là. En tout cas pour moi, quand j'ai dessiné la première fois, la première idée du film, elle est passée à travers cette scène-là, et ce dessin-là plus précisément, qui est à l'origine du film. Voilà, ça c'est vraiment, j'ai commencé presque à écrire mon histoire à partir de cette séquence-là, parce que je trouvais que c'était quelqu'un qui essayait de faire comme tout le monde, de la méthode, voilà, mais qui n'était pas adaptée, et une action simple devenait très compliquée. Et l'idée du film est venue, je crois, suite à un petit tremblement de terre qu'il y a eu à Paris, mais j'ai été dans une soirée, et en haut de la tour, en fait on ne sent pas les tremblements de terre à Paris, mais quand même le foyer était très très loin, mais le fait d'être très haut, et au dernier étage, et puis d'être un peu bourré peut-être, faisait que je l'avais senti un petit peu plus là. Et je me suis retrouvé un peu, voilà, divagué, puis ensuite le lendemain à dessiner sur cet état où on n'est pas vraiment en place, où le monde semble un peu se dérober. Et j'ai dessiné un personnage comme ça, assis, et sur la page suivante, j'ai dessiné une chaise, c'était par transparence, on les voyait tous les deux superposés, qui marchait bien. Et dès qu'on glissait un peu les deux dessins, et ben on voyait que ça racontait quelque chose. Il y avait une distance qui se créait, et je me dis, tiens, il y a un truc intéressant entre ce jeu a priori graphique, un personnage qui passe vraiment à sa place, mais qui est dans la fonction, en tout cas qui est dans l'attitude de l'être, qui peut être intéressante, et finalement la dimension psychologique du film sur la schizophrénie est venue dans un deuxième temps, où j'ai pu approfondir, enfin, j'ai pu développer ce que racontait en fait ce handicap-là, en tout cas c'est pas vraiment un handicap, mais en tout cas cette problématique-là, ça pouvait raconter vraiment quelque chose sur la schizophrénie, il y avait une grosse relation. Et ces dessins, pareil, je continue à en faire quelques-uns qui même si je ne les utilise pas dans le film, ça me nourrit, ça me permet de consolider l'armature du film. Donc on voit bien là, par exemple, que les dégâts qu'il a sont comme les dégâts d'une météorite sur la surface de la Terre. Donc il y a aussi un parallèle entre les météorites qui frappent la Terre au hasard et cette maladie qui fait pareil chez l'humain. Ça, vous l'avez vu, je vais pas vous le remontrer. Et donc pour monter le dossier, pour demander de l'aide, en fait, j'ai présenté le dossier un peu de la manière dont il m'était venu. Donc il y avait tous les faits là sur des celluloïdes, c'était des transparents, des calques en fait, qui se superposaient à la fin pour donner une image illisible. Et ça racontait à la fois ce qui se passait dans les faits, donc un homme sautant le météorite, il se retrouve décalé, etc. Et il va devoir dessiner les messages, enfin les schémas pour réussir à continuer. Il y avait des anecdotes sur la météorite qui pouvaient aussi être lues pour le personnage. Bon là vous ne les voyez pas, moi non plus, je ne peux pas vous les dire. Mais il y avait un certain quand même choix, j'avais bien choisi ça. Et puis il y avait la même chose sur la schizophrénie. Et
on voyait qu'on pouvait mélanger les textes de l'un, les mettre sur l'autre, et ça pouvait fonctionner. Donc l'idée, c'était d'un peu de brouiller un peu, de présenter ça pour demander des subventions, et je ne les ai pas eues. Tu penses pourquoi dans des films? C'est à cause de ça? Je pense que ça a participé à ne pas clarifier. C'est très difficile à raconter un film comme ça, en fait. On commence à écrire le scénario, et on décrit tout ce qui se passe, mais on doit l'écrire 2 fois, parce qu'il y a ce qu'on voit. Et en fait, on raconte, même à raconter, il ouvre la porte, on doit raconter qu'il ouvre la porte, mais à 80 cm. Donc ça devient très, très indigeste à la lecture, en fait. Donc c'est vraiment... Tu as besoin, pardon, on va le voir après, tu as besoin de tout détailler pour toi. C'est-à-dire quand tu commences une histoire, là, tu montres ce qu'on va voir dans ton palais encore, tu as le même schéma, en fait, tu as besoin de schéma, tu as besoin de dire, bon là je commence là. Je crois que j'ai besoin en fait de savoir de quoi parle mon film. Et si on... Alors j'ai déjà fait l'erreur de commencer trop tôt à rentrer dans un film et à faire de l'animatique et sans savoir vraiment de quoi parler mon film. C'est une perte de temps parce qu'on recommence tout. Mais je trouve ça toujours bien de réduire tout à son minimum et au sujet vraiment du film, à ses thématiques les plus fortes et se concentrer là-dessus. Parce que c'est très facile de commencer à s'éparpiller sur des petites blagues dans le film, on trouve des portes de sortie un peu faciles, et au final on perd son sujet, on sait toujours très bien, je trouve, à un moment donné, d'arriver à réduire son propos en une phrase ou deux, et sur des thématiques qu'on arrive à resserrer et surtout qu'on arrive à identifier. Voilà, par exemple, Amita Dario, qui était un film un peu différent, je voulais aborder autrement une histoire, et j'ai écrit l'histoire en une semaine. Donc c'était pas un film concept, c'est vraiment l'idée de qu'on suive en fait un gamin qui est dans le monde de l'enfance et qui est en train de quitter ce monde-là progressivement pour aller vers celui de l'adulte. Et je voulais suivre sur une journée, presque pas en temps réel, mais sur une journée, comment l'enfance d'un personnage, comment on se débarrassait de son enfance, comment on devenait encombré par son enfance pour aller dans le monde de l'adulte. Donc ce gamin, on le découvre au début du film. C'était important pour moi, parce que son père est chasseur, évidemment, donc il devrait logiquement devenir chasseur, en tout cas il dit ça. Et comment il abandonne le jouet pour aller vers la réalité. Et donc le film commence, c'est important aussi pour moi, dès le début du film, de mettre les enjeux que je vais déployer après dans le film. Et ça, c'est les premiers plans du film où on voit clairement un jouet, un canard qui se balade dans les hautes herbes et qui est tiré par un enfant. Et le spectateur, pendant tout le film, il est un peu tiré comme ce canard, on ne sait pas où il va, c'est assez... voilà, il a des actions un peu étranges qu'on n'arrive pas forcément à anticiper, mais je voulais cette sensation on est derrière un enfant, quand on observe un enfant jouer, il fait vraiment des choses imprévisibles souvent. Et puis ce canard, dans le plan suivant, il est abandonné, c'est un peu son enfance qu'il a abandonné, et petit à petit on voit l'adulte, le monde adulte qui arrive, on a le vrai canard pour le coup, un environnement beaucoup plus austère. Et tout ça est posé très rapidement, c'est vraiment les premières séquences du film. Et la fin reprend ça. La fin, vous ne voyez pas le film, je vous résume vite fait, il y a un monstre qui va faire éruption après la partie de chasse qu'il a avec son père. Il y a comme un traumatisme, et ce traumatisme prend la forme d'une créature en gros qui fait éruption dans la vie du gamin. Il n'arrive pas tellement à s'en débarrasser. C'est une créature qui est toute noire au début, et c'est lui qui va commencer à la peindre et à lui attacher des plumes pour la rendre un peu acceptable pour lui. Mais en fait, il va progressivement, je spoil à mort, mais il va l'amener comme il tirait son jouet au début, mais peut-être pour une fin autre, l'amener dans les bois pour qu'il disparaisse une bonne fois pour toutes. Et donc je reprends la même chose en fait, on a ce jouet qui n'est plus vraiment un jouet, mais qui veut ressembler à quelque chose qu'il connaît, qui est tiré par le personnage, et voilà, donc ça marche en miroir avec la séquence de je vous montre juste ce que ça donne en vidéo. Donc il y a l'intro et puis il y a la fin que je viens de vous montrer. On va baisser la lumière. On va demander pardon que la lumière s'allume. Pour beaucoup, ce qui est intéressant quand on regarde les 3 courts-métrages, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a 3 manières de mettre en scène, même si en effet, comme tu dis, tu as des choses qui reviennent. Là, tu prends un peu plus le temps que tu n'as peut-être pas pris dans Skizen, et quand on dit ça, c'était aussi très bien dans Skizen comme ça, mais on a l'impression que tu modules en fait cette mise en scène, et peut-être que ces 3 mises en scène finalement vont donner cette mise en scène de J'ai pas eu mon cours, où on va avoir presque 2 mises en scène parallèles.
Oui, c'est vrai que quand on a un concept comme Skizen, on a envie on a beaucoup de choses à raconter sur ce concept, qui doit être vraiment sur le devant. Palmipedarium, c'est plus un film d'ambiance, on doit plonger dans une atmosphère, il n'y a pas vraiment de concept révolutionnaire, donc c'est vraiment le pari de la mise en scène, c'est d'arriver à créer cette ambiance-là, ce malaise et tout ça, alors que Skizen, c'est plus de déployer une histoire avec un storytelling entre guillemets plus évident, avec des rebondissements qui prennent des schémas classiques du cinéma. Spremula, c'est le seul film non citadin de tes 4 films. C'était aussi une volonté peut-être pour travailler l'espace différemment, d'avoir plus justement de ciel avec, je sais pas, les canards, une échappée possible de cet enfant, je sais pas, c'était... C'est vrai, je n'ai pas pensé forcément... je pense que je voulais... En fait, on fait souvent des films en réaction au précédent, et j'avais envie de m'échapper complètement à la fois de ma façon de faire, à la fois de mes outils, et puis de la vie. J'ai choisi peut-être le concept plus que tu m'as choisi. Juste ne vous inquiétez pas, on vous donnera évidemment la parole à la fin de la séance. Et puis juste pour vous dire une petite chose, on vous donnera aussi le palmarès qui a été fait par le jury. Voilà, tout à l'heure. On recommence sur ce pardon encore. Donc j'ai perdu mon corps, est-ce que je montre le trailer? On se posait la question de savoir qui a vu le film. Il y avait le film dans la salle. Okay. C'est-à-dire que tous les autres ne l'ont pas vu. Une petite moitié. Qui ne l'a pas vu? J'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui ne l'ont pas vu. Il y a un peu plus de monde qui ne l'ont pas vu, plus des gens qui n'osent pas lever les mains, qui normalement ne l'ont pas vu a priori, sinon il lèverait la main. Donc on va dire un peu plus de gens qui n'ont pas vu, donc c'est peut-être bien de mettre la bande-annonce. Ouais, allez, on va éteindre la lumière, merci beaucoup, et on va regarder la bande-annonce. J'ai pas vu mon. C'est pas une bande-annonce officielle, je l'ai pas retrouvée. C'est la tienne? Ouais, c'est en gros pour la page Wi-Fi. Ça va être un peu étrange. Oui, les bandes annonces, c'est un exercice horrible parce que c'est un métier de savoir le faire et quand ça représente jamais le film, c'est vraiment on vend le film, donc on va donner envie à des gens qui n'ont pas forcément envie de voir une main coupée. Mais je suis pas sûr que ça ait marché beaucoup la bande annonce parce que le film a été bien vu, bien reçu en salle, mais c'est difficile d'amener les gens voir un film d'animation pour adultes. Là, ça représente un effort pour aller en salle. Et en plus, quand le personnage principal est bien coupé, là, c'est vraiment, on a tous les obstacles pour jouer. Pour revenir sur J'ai perdu mon corps, donc rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu, je pense qu'on peut en comprendre un petit peu dans la bande-annonce, mais c'est l'histoire le film adopte le point de vue d'une main qui se retrouve amputée de son corps, on va dire l'inverse, et on suit cette main à travers la ville qui va s'échapper et qui va parcourir la ville pour retrouver son corps. Et en parcourant la ville, il y a tout un tas d'obstacles, bien sûr, et pendant toutes ces péripéties-là, elle va nous renvoyer par l'intermédiaire de flashbacks, quand elle était enfant et qu'elle était connectée à Naofel, on va découvrir qui est l'être dont elle est issue. Par l'intermédiaire de ces flashbacks, Naofel habite à Rabat. On apprend qu'il habite à Rabat, que sa famille est heureuse, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un accident de voiture. Naofel perd ses parents. Il se retrouve à monter sur Paris, il atterrit chez un oncle acariâtre au possible, et sa vie est vraiment à ce moment-là, il perd toute perspective d'ambition et tout ça, il finit livreur de pizza avec aucun, là je parle pour raconter l'histoire, mais avec aucun avenir en tête, jusqu'au jour où il a rencontré par l'intermédiaire d'une scène, un interphone pendant une livraison qui ne se passe pas très bien parce que la porte ne s'ouvre pas en bas, il ne peut pas livrer sa pizza, de toute façon il a eu un accident, sa pizza elle ne ressemble à rien. Et il se met à pleuvoir, donc il est un peu coincé dans cette salle d'interphone et il y a une discussion qui s'engage avec la cliente qui n'aura pas sa pizza, mais une discussion un peu inattendue, on sent une complicité, où il y a une vraie connexion comme ça à travers la voix, leur imaginaire. Et cette rencontre va suffisamment le bouleverser pour qu'il ait envie le lendemain de la retrouver. Il a quelques infos sur elle, donc il sait qu'il travaille dans une bibliothèque, il cherche dans la bibliothèque. Par contre, je vais arrêter. Où les gens ont une histoire, après on peut nous l'histoire, c'est partie parallèle de la main, et pendant qu'on voit qu'elle se rapproche de son corps, on commence à comprendre un peu plus qui est le personnage, et tout ça va arriver évidemment au point où on va comprendre comment elle a perdu son corps, comment son corps a perdu sa main, ce qui n'est pas le
climax du film. Mais c'est vraiment un film puzzle, comme ça, où tous les éléments sont éparpillés au début, et tous essayent de converger vers une seule et même histoire à la fin. C'est vraiment comme ça que le film a été construit. Alors, j'ai perdu mon corps, juste un peu pour recontextualiser comment c'est arrivé. Donc c'est une rencontre avec un producteur, Marc Pontalis, qui a priori ne fait pas du tout les films que je fais. Et même j'ai perdu mon corps, donc voilà. Donc c'est un producteur de séries animées. Il a aussi une boîte de prise de vue réelle, de live action, où il fait des films du coup un peu plus auteur. Et je crois qu'il avait le désir à ce moment-là de marier ces deux savoir-faire, l'animation et la prise de vue réelle, et de faire un film adulte. Donc il avait acheté les droits d'un roman qui s'appelle Happy Land, et il cherchait un réalisateur pour s'en emparer. Et voilà, donc je crois qu'on lui a conseillé de me contacter parce qu'il y avait quand même une thématique commune autour du corps que j'avais exploré dans mes films, mes courts-métrages. Il y avait aussi l'utilisation du fantastique dans mes films qui est dosée un peu de la même manière et assumée un peu de la même manière que dans le roman, avec cette intrusion du fantastique qu'on n'essaye pas d'expliquer et qui ne va pas non plus verser trop dans l'onirisme à outrance. Oui, Jérémy, c'est pas pour opposer, quand on dit Zilan, c'est pas pour opposer absolument Zilan à ce que tu fais, c'est juste que tu avais des films, notamment trois courts-métrages, assez durs, assez introspectifs, et que c'est vrai que Zilan est plutôt dans la comédie, dans les séries, il n'y a pas moins ou moins bien, c'est juste que c'était opposé à finalement. Non, mais complètement, c'était vraiment deux mondes différents. Moi, dans le court-métrage, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le court-métrage, je connais beaucoup d'acteurs de court-métrage, mais je ne connaissais absolument personne de l'industrie, par exemple, parce que c'est des mondes qui ne se rencontrent pas. Il y a un savoir-faire de série, les gens de la série font de la série très bien, mais on ne se côtoie pas, en fait. Donc c'est deux mondes assez segmentés, et donc il y avait forcément un pari aussi là-dessus, comment on arrive à se comprendre entre on a envie de faire quelque chose, mais en même temps notre monde n'est pas vraiment le même. Et il va falloir moi j'étais pas prêt à faire n'importe quoi sur du long métrage, c'est-à-dire je voulais pas faire du long pour faire du long, il fallait que ça reste intéressant, il fallait que ça reste logique par rapport à mon parcours. Donc je l'avais quand même, avec Marc, la première rencontre avec mon producteur, c'était vraiment de s'assurer, en tout cas dans les mots, qu'on voulait faire un film adulte, quelque chose, que ça allait être dur. On ne pensait pas à ce point que ça allait être dur, parce qu'on a vraiment souffert de financement sur ce film-là. Mais voilà, je voulais qu'on soit clair, on ne va pas perdre de temps dès le début. Je n'allais pas faire un film pour enfants, c'était pas ma volonté. Donc ça, c'est l'aspect de sa production de prise de vue réelle. Il a fait d'autres films, notamment avec Johan Starr, ce qui t'a rassuré quand même, quand t'en parles, quand tu vois le discours, quand tu vois... Oui, en tout cas, ça m'a... Disons, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais été encore plus perplexe. Le fait qu'il y ait ça, il y avait des portes d'entrée pour de là, peut-être qu'il y a un truc possible. Donc ça, c'est le livre de Guillaume Laurent. Le titre, c'est Happy Land. Il a réédité après le film, ça, pour reprendre le titre du film. Donc c'est le co-scénariste aussi de l'histoire, même si au bout d'un moment, j'ai pu m'en emparer un peu plus seul, parce que c'est difficile, en tant qu'auteur du livre, de demander à l'auteur de travailler son propre livre. Or, pour faire une adaptation qui fonctionne, il faut souvent travailler toujours travailler dans le livre. J'ai pas vu moi qui se levait? Non, c'est bon. C'est d'accord. Non, c'est moi qui vois les mains. Juste, ça a été important, ça, ce rapport avec Guillaume Laurent, c'est qu'en fait, à un moment donné, vous avez quand même travaillé, je ne sais pas si tu vas là-bas, mais vous avez quand même travaillé un bout de temps ensemble, et qu'à un moment donné, comme pour te rassurer, enfin, il a dit à un moment donné, mais vas-y, il était parti un été travailler seul, et tu as quand même changé. Alors là, tu t'es permis de changer tout, parce que quand on a lu le livre et quand on voit le film, et même ça, c'est pas à l'opposé, mais en tout cas, il y a des choses évidemment qui restent. Mais tu t'es vraiment emparé de l'histoire pour en faire quelque chose de plus personnel. Je crois en fait que c'était lié à mon manque d'expérience sur le travail d'adaptation réellement, parce que j'avais jamais rien d'adapté en fait. Tous mes courts-métrages venaient d'idées que j'avais eues, et d'un coup, on me donnait une matière, et moi je m'étais bêtement dit, tiens, j'aime bien ce qui se passe sur cette page-là, je vais le garder, cette page aussi c'est sympa. Et j'ai un peu construit la première version du scénario comme ça, sans savoir finalement, sans avoir repris depuis le début de quoi parlait ce film et de la fameuse phrase qui peut résumer un film, en tout cas des quelques mots, de retrouver les thématiques. Je m'étais trop reposé sur le roman. Et donc j'ai écrit une version qui ne servait à rien. Et j'ai été encouragé donc, par Guillaume, mais aussi par Marc, de m'échapper de ça. Et donc à un moment donné, je suis
zéro, j'ai posé le livre, je ne l'ai plus jamais retouché, et je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire? C'est vraiment ce personnage inédit, cette main coupée, et il faut que ce soit elle que le spectateur suive, il faut que le spectateur soit dans son point de vue. C'est ça qui était inédit pour moi dans le cinéma. Et du coup, j'ai commencé à tout reconstruire, comme sur mes précédents films, autour de ce personnage de la main, autour de qu'est-ce que c'est d'être une main, qu'est-ce que c'est d'avoir un rapport tactile au monde. Je me suis dit peut-être que, alors c'était pas dans mon bouquin, peut-être c'est intéressant que le personnage de Naofel ait une relation, il y a quelque chose qui les rapproche tous les deux. La main a un rapport touché, tactile au monde. Il fallait que le personnage ait un rapport aussi sensoriel au monde. J'avais besoin de ça pour les connecter tous les deux. Et donc j'ai pu inventer vous l'avez pas vu, enfin ça parle, mais en tout cas dans le film, il enregistre beaucoup les sons quand il était enfant, c'est sa grande passion, et il enregistre tout sur des cassettes comme ça. Donc il observe le monde autrement. Donc ça c'est important parce que la main, elle découvre le monde du bout des doigts, et lui, il regardait le monde pas avec ses yeux, finalement, il le regardait beaucoup avec aussi le sens de l'ouïe. Qui va te servir dans la scène, la fameuse scène. Finalement, de commencer à inventer ce personnage, qui était plus déjà celui du roman, ça m'a amené à créer cette scène dans l'interphone qui dure 7 minutes dans un interphone où finalement ce gamin-là s'est complètement déconnecté du monde, il a tout perdu avant, et là il va se reconnecter au monde par une voix, par le son. Et donc ça racontait déjà, donc c'était des nouveaux éléments qui venaient justement juste par une prise de décision qui pouvait être somme toute assez anecdotique, mais de faire que ce gamin il adorait enregistrer le son. Donc c'était pas si anecdotique que ça. Et évidemment, en cascade, les éléments ont changé par rapport au roman, et le film est assez différent maintenant du roman initial. Et tu t'es permis de faire des personnages quelque part, je trouve, un peu plus énigmatiques. La main, dans le roman, vraiment, fait quelque chose très particulier. Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, il y a beaucoup de détails sur la main, alors que là, toi, finalement, on reste un peu... Disons qu'il y avait dans le livre, la main parle. Donc ça passe par les mots. Tout ce qu'elle dit passait par les mots, elle parlait beaucoup de destinée, de ce qu'elle voyait son personnage, elle le voyait voué à de grandes ambitions, et éventuellement, s'il pouvait réussir sa vie par l'intermédiaire d'elle, elle était très ambitieuse aussi. Elle se dit peut-être qu'elle servira à quelque chose, qu'elle aura une fonction, elle sera joueuse il sera joueur du piano, ou alors il deviendra, je ne sais pas, célèbre, mais en passant par sa main. Elle avait plein d'ambitions pour son corps, et tout ça, elle l'exprimait à travers des mots, elle parlait du destin sans arrêt. C'était vraiment une thématique du film. Et dans les premières écritures, j'avais conservé cette voix off, et ça marchait pas. C'était quelque chose qui marchait pas, ça incarnait beaucoup trop le personnage, et surtout, ça ne faisait pas confiance au personnage principal. Ça veut dire que si je donne une voix à la main, ça veut dire que je n'ai pas confiance, c'est un problème. Et donc j'ai préféré à un moment donné, puis aussi encouragé à un moment donné par le producteur, de sacrifier totalement la voix et de faire confiance au monde un peu muet de cette main, et d'abandonner même ma mise en scène à ça, de vraiment construire ma mise en scène autour de ok, j'ai cette contrainte, de toute façon je veux que les spectateurs soient propulsés dans son point de vue, donc on va, comme elle, découvrir avec des caméras très près du sol, pour rester vraiment près des doigts, pour découvrir le décor du bout des doigts, comme elle va découvrir aussi le décor du film. Donc tout ça, ça participe à l'immersion du spectateur dans le handicap d'être humain. Et donc le toucher, il fallait aussi révéler les sons d'une certaine manière. Il fallait vraiment qu'on voit, si on peut parler comme ça, à travers la main, qu'on entende aussi à travers la main. Donc les références du film, juste rapidement, c'était assez simple en fait, c'était venu assez rapidement, il y avait forcément plusieurs références qui me sont venues, il y avait l'homme qui rétrécit, pour cette sensation, comment j'arrive à changer les échelles, il y a un jeu d'échelles aussi dans le film qui est assez omniprésent. Rubber, qui est un film de Quentin Dupieux, qui raconte l'histoire d'un pneu qui prend vie et qui se met à tuer tout le monde. Et là, pourquoi j'avais cette référence? Parce que je me suis dit, un pneu c'est pire qu'une main, en fait, ça va pas, je sais, je suis un rond. Et lui avait réussi à rendre ça, par le sensoriel, à faire qu'on y croyait finalement à cette absurdité d'un pneu qui commence à se lever, à rouler, et on se pose plus la question grâce au cinéma, on suit ça, et en fait c'est un film que j'ai montré à mes animateurs pour qu'ils ne le fassent pas trop au moment de l'animation, pour qu'ils n'essayent pas de faire vraiment la chose de la famille Adams, vous savez, cette main coupée qui est dans la famille Adams. Mais on pouvait être sobre
avec cette main-là, et selon la façon dont elle était filmée, selon la manière dont on positionnait la caméra, on racontait aussi quelque chose. C'était pas juste le langage corporel de la main qui allait raconter quelque chose, c'était aussi où est-ce que je place ma caméra pour qu'on comprenne ce qui se passe, parce que tout l'enjeu de Robert, c'était d'arriver justement d'un point de vue purement minimaliste, voilà, à raconter et qu'on arrive à suivre, non pas quand même qu'on ait de l'empathie, quoique, voilà, enfin, il ne fait pas des choses très sympas, mais voilà, on arrive à suivre ce qui se passe et à comprendre, et être dans sa tête en fait. Très étonnant. Et il y avait une autre référence qui est le Scaphandre et le papillon, parce que c'était. Alors, le Scaphandre et le papillon, c'est un personnage c'est un homme qui est paralysé, il ne peut que bouger un œil et il communique avec le monde extérieur que grâce à cet œil-là. Donc, le film nous amène beaucoup à l'intérieur du corps, dans ses flashbacks, dans son intériorité à lui, et c'était un peu ce qui se passait aussi pour la main. La main, c'est un personnage qui est un peu. Qui ne peut pas communiquer aussi avec le monde extérieur, et elle nous amène aussi à l'intérieur d'elle et à l'intérieur de Naoufel, finalement, par aussi l'intermédiaire de flashbacks et beaucoup de sensorialité. Le dernier film, c'était Blowout, parce que j'ai un qui était sympathique. Plus que ça, non, mais il y a un travail sur le son, il y a le son, voilà, vraiment, et ça forcément une filiation. Je vais passer tout ça. Bon, c'est un film, comme je disais, qui a été difficile à financer, personne n'en voulait, donc on a passé beaucoup de temps à chercher du financement. Ce temps-là, il a été utilisé pour écrire encore et réécrire, ça a duré quand même assez longtemps, parce que j'ai rencontré Marc en 2012, voire 2011, on ne sait plus très bien, on perd un peu la notion, et le film est sorti en 2019, donc 7 ans. Ça veut dire qu'on travaille 7 ans sur le film, mais il se passe 7 ans, on fait d'autres choses à côté, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un travail très très long. Et on n'avait pas trouvé de producteur, de chaîne, le CNC n'en voulait pas. Donc on était vraiment très seuls, et je pense finalement le fait d'avoir été seul, c'est très douloureux bien sûr, mais ça permet aussi d'avoir beaucoup de liberté derrière. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, si le film avait été aidé et soutenu, s'il aurait été le même aujourd'hui. On va aller plus loin parce que même si on ne le souhaite pas, évidemment, il ne faut jamais travailler pour rien. Mais moi, je le dis, mais en même temps, j'aimerais bien qu'on me soutienne. Voilà, mais quand même, tu l'as dit, on en a parlé régulièrement, et c'est vrai que ce moment où finalement il n'y a pas d'argent, Marc, quand tu te dis bon, je vais débloquer un petit peu, mais très peu par rapport à ce qu'il donne, tu le dis aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de chaîne, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise oui, non, mais là, on n'en veut pas, là, il faut faire ça, ça t'a quand même, malgré tout, donc, libéré énormément. C'est quand même très important que tu dis, ça t'a permis quasiment de faire le film, pas quasiment, de faire le film que tu voulais sûrement un peu plus et rester dans cette liberté du court-métrage que tu voulais. Ouais, je pense que le film, il s'est cherché longtemps, donc j'en veux à personne parce que c'est difficile de lire un projet comme ça sur papier, c'est difficile à identifier, tout passe un peu par, même de faire venir les gens, c'est difficile de leur dire que venez voir une main coupée, mais non, en fait ça parle pas d'une main coupée, ça parle la partie manquante, et puis il y a de la poésie. Mais les gens, ils s'arrêtent à l'obstacle de la main coupée, ils n'ont pas envie de surmonter, ils n'arrivent pas à surmonter l'obstacle. Et l'enjeu du film, c'était justement qu'à la sortie de la salle, les gens se soient fait prendre en fait par quelque chose qu'ils n'attendaient pas du tout. Mais comment on vend un truc comme ça? On ne peut pas vendre en fait ça. Ça peut vous paraître bête, mais je me rappelle d'un article, d'une critique, et comme c'est de l'animation, donc voilà, elle disait c'est très glauque cette idée de main, pourquoi c'est vraiment horrible, alors que c'est très poétique comme tu dis dans le film, comme quoi j'imagine les gens qui lisent le film avant, ça peut être aussi. Oui, mais c'est en fait les gens, et encore plus les personnes qui délivrent les aides, sont quand même un peu frileux, c'est-à-dire qu'il y a la peur de l'étrange, en fait. C'est un projet étrange, difficile à lire. Alors, moi, je sais pas, des fois, quand je suis dans ces commissions-là, parce qu'ils invitent des réalisateurs, j'essaye de voir qu'est-ce qu'a fait l'auteur, d'où il vient, et ça peut me donner, même si le projet est sur papier, pas bancal, mais il y a des petites failles, des choses que j'arrive pas à identifier. Je me dis que l'intégrité de l'auteur derrière est telle que je sais qu'il va faire quelque chose et de bien, et quelquefois on n'arrive pas forcément à l'exprimer dans un dossier, mais voilà, ça se révèle un peu plus tard. C'est un film qui n'aurait pas dû exister en fait. Tout a été fait pour pas qu'il existe, et c'est je pense aussi pour ça qu'il existe comme ça. Je ne sais pas si c'est clair.
C'était marrant parce que du coup on n'était pas très attendu et puis c'est vrai que le film, pour un film comme ça, on a besoin qu'il soit un coup de projecteur dessus et ça passe forcément par un grand festival et on pense tout de suite à Cannes. Et si le film n'est pas pris à Cannes, c'est beaucoup de chances qu'il y ait une félicité qui s'écroule. Et donc le film a été sélectionné la semaine de la critique et c'est vrai qu'il a bénéficié de cette mise en lumière parce qu'en plus il y a eu le Grand Prix, c'était la première fois pour un film d'animation à Cannes, qu'il soit attribué un film d'animation. Là-dessus, c'était le moment où Netflix s'emparait presque pour la première fois de contenu d'animation, parce que c'était l'époque où, à cette époque, Netflix avait encore Disney dans son catalogue. Disney a fait sa plateforme, donc il a aspiré tout son... Et ils avaient besoin d'avoir des films d'animation. Donc le film a été vraiment acheté par Netflix au moment de Cannes sur quelques jours, 2 jours. Juste avant le Grand Prix. Juste avant, ils l'ont pas acheté après le Grand Prix, ils l'ont acheté avant le Grand Prix. C'est une opération du fait, ça aurait coûté plus cher, mais bon, voilà. Est-ce que tu l'as dit, les gens de Netflix, je ne sais pas si on se peut dire, en tout cas, qui t'ont dit quand même peut-être que l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, on n'aurait peut-être pas acheté forcément. Ah oui, ça tombe parfaitement, quoi. Ça tombe alors, maintenant, je pense qu'ils sont plus dans cette optique-là, mais c'est vrai que c'était la première année, et la personne de Netflix m'a dit que l'année précédente, ils n'auraient pas regardé un film d'animation. Donc là, il y avait vraiment une concordance d'une rencontre, une destinée qui a fait qu'il y avait de la demande à ce moment-là là-dessus. Tu dis, mais alors, au-delà de l'élimination, ce qu'on peut voir quand on voit, donc t'as les Awards, mais évidemment Cannes, et en fait, le film aussi va plaire, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et bah, surtout ces deux, en fait, aussi bien les gens de la prise de vue continue, les gens de l'animation, et le film, si je me rappelle bien, en tout cas, la semaine de la critique a vraiment justement des très bonnes critiques, et on le voit comme, voilà, on en parle, j'ai presque l'impression des fois qu'on en parle, la critique, enfin un petit peu, comme d'un film, alors que les films d'avant, pourtant, même les David Leonie, des choses comme ça, on les traite comme des films d'animation, alors que le tien, j'ai l'impression, je sais pas si c'est non, c'était un peu le pari d'arriver à ce que la technique soit secondaire, mais qu'on parle du film avant tout. Moi, je voulais qu'on parle de ça plutôt que de la technique d'animation. Et de voir finalement que les gens parlaient des personnages de mon film ou des acteurs, ou des choses comme ça, c'était assez. Et pas forcément des décors magnifiques, des choses comme ça. C'était pas le propos de mon film, mais voilà, je voulais plus qu'il parle du cinéma qu'il y avait dedans, et du jeu des acteurs, de la musique, des choses comme ça, vraiment comme on parlerait d'un film. Et d'ailleurs, le film a été pas mal primé dans les compétitions où les jurys mélangeaient à la fois la prise de vue réelle et l'animation. Le fameux. Alors, pour revenir sur faire le lien avec ce que je racontais au début sur comment je raconte mes histoires, j'essaie de le simplifier. Alors, c'est très simple, ça c'est l'histoire du film. Alors ça reprend un schéma assez classique de cinéma, 2 personnes faites l'un pour l'autre, que le destin sépare, qui finissent par se retrouver ou pas, voilà, selon les films. En fait, c'est assez classique. Sauf que dans le film, on a les 2 personnages, c'est Laufel et sa main. Et au début, ils sont ensemble, ils sont détachés, enfin, ils sont même séparés, détachés. Et le film raconte, se concentre en fait sur l'histoire du haut. C'était le pari que j'avais pris, de me concentrer que sur l'histoire de la main. Je ne voulais pas m'occuper de ce qui se passait en bas, tout simplement parce qu'en bas, tout le film est construit dans le point de vue de la main. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire de mon film que parce que la main est à l'écran. Alors elle est ou coupée, ou elle est attachée avec son personnage, mais on ne sait pas ce qui se passe quand la main n'est pas à l'écran. Donc on ne sait pas jamais ce qui se passe quand Laufel va à l'hôpital pour se faire opérer, ça ne m'intéressait pas. Je reste avec la main. Alors le film commence là, en fait, quand ils sont séparés, il y a toute une scène d'action, toutes les scènes d'action comme ça, et puis pendant ces scènes d'action, il y a des flashbacks qui vont nous amener à comprendre d'où elle vient, et finalement son personnage, le Laufel, va être exprimé en creux, on va comprendre qui il est, juste à travers la vision de cette main. C'est comme si on regardait par le petit trou de la serrure pour par puzzle découvrir un personnage, etc. Et après arriver à le saisir d'une manière avec plus de distance. Et après, là-dedans, j'avais besoin, il y avait une thématique, il y avait un symbole, une thématique dans le livre qui était très présente, c'était celle du destin, de la destinée. Mais ça passait beaucoup par les mots de la main.
Et sans les mots, ça disparaissait beaucoup dans mon film. Donc j'ai très vite eu besoin d'un motif dans mon film qui me permettait de positionner ce thème du destin de manière récurrente dans mon film. Et du coup, j'ai inventé ce personnage, cette mouche, qui va rencontrer la trajectoire de la main et de Naofel à plusieurs moments. Et cette mouche représente vraiment le destin qui virevolte et qui est insaisissable, qui est chaotique et qu'on essaye d'attraper. Et ça raconte cette histoire-là. Donc c'est une manière de charger de sens davantage